Bismillah. Lorsque j'eus dit adieu à la demeure de ma mère, pour monter dans le grand palanquin rouge qui m'emportait vers la maison de mon mari, je ne songeais pas un instant que je risquais de ne plus lui plaire. Je me souvenais avec plaisir de ma petite taille, de mon corps léger, de mon visage ovale que les autres aimaient à regarder. En cela, du moins, il ne serait pas déçu. Pendant la cérémonie du vin, je glissai les yeux vers lui. Entre les cordelières en soie rouge de mon voile, je le vis debout, dans son raide costume noir d'étranger. Il était grand et droit comme un jeune bambou. Mon cœur se glaça et devint brûlant tout à la fois. Je me sentais malade du désir de surprendre son regard furtif, mais il ne se détourna pas pour chercher à percer mon voile. Nous bûmes ensemble les coupes de vin, nous nous prosternâmes devant les tablettes ancestrales, je m'agenouillai avec lui au pied de ses augustes parents, je devins leur fille, quittant à jamais ma famille et mon clan. Il ne m'avait pas encore regardé. Cette nuit-là, les fêtes, les rires et les plaisanteries terminées, je m'assis seul sur la couche dans la chambre nuptiale. La peur m'étouffait. L'heure que je m'étais imaginée toute ma vie, que j'avais crainte et désirée, était venue. Cette heure où, pour la première fois, mon mari regardait mon visage et où nous serions seuls ensemble. Mes mains glacées se pressaient l'une contre l'autre sur mes genoux. Alors, il entra toujours aussi grand et sombre dans ses vêtements foncés. Il vint à moi tout de suite et silencieusement souleva mon voile et me regarda longuement. Ainsi, il m'admettait. Puis il s'empara d'une de mes mains glacées. La sagesse de ma mère m'avait enseigné ceci. Montre-toi plutôt froide qu'ardente, et la saveur du vin plutôt que la douceur ressaisissante du miel. Et son désir ne te fera jamais défaut. En sorte que je ne lui abandonnai ma main qu'à regret. Aussitôt, il retira la sienne et me regarda en silence. Ensuite, il commença à me parler avec un grand sérieux. Au début, je ne comprenais pas ses paroles à cause de l'émerveillement de leur son pour mes oreilles. Une voix d'homme tranquille, profonde, qui faisait tressaillir ma chair de crainte. Que disait-il? On ne peut vous demander d'être attiré vers celui que vous apercevez pour la première fois. Il en est de même de mon côté. On nous a obligés l'un comme l'autre à ce mariage. Jusqu'ici, nous étions sans défense, mais à présent nous voilà seuls. Nous sommes libres de nous créer une vie selon nos désirs. Quant à moi, je veux suivre les voies nouvelles. Je veux vous considérer en toutes choses comme mon égal. Je n'userai jamais de la contrainte. Vous n'êtes pas mon bien, un objet en ma possession. Vous pouvez être mon ami, si vous voulez. Voilà le discours que j'entendis le soir de mes noces. Tout d'abord, j'étais trop étonné pour comprendre. Son égal, mais comment? Ne suis-je pas sa femme? Quel autre que lui pourrait me diriger? N'est-il pas mon maître par la loi? Personne ne me l'a imposé. Que ferais-je donc si je ne me mariais pas? Et si je ne me marie, il faut que cela se passe ainsi que mes parents l'ont décidé. Je ne puis épouser que celui à qui j'ai été fiancé toute ma vie. Il n'y a rien là qui soit en dehors de nos coutumes. Je ne vois pas où la force intervient. Ces paroles de nouveau résonnent, cuisantes à mes oreilles. On nous a obligés l'un comme l'autre à ce mariage. Soudain, je défaille de crainte. Voulait-il laisser entendre qu'il eût préféré ne pas se marier avec moi? Oh, ma sœur, quelle angoisse, quelle amère douleur! Je me tordais les mains sur mes genoux, n'osant rien dire, ne sachant comment répondre. Il posa une de ses mains sur les deux miennes, et nous restâmes un instant silencieux. Mais je n'avais qu'une envie, c'est qu'il retirât cette main. Je sentais peser son regard sur moi. Enfin il parla d'un ton bas et amer. C'est ce que je craignais. Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas me montrer votre pensée réelle. Vous n'osez pas rompre avec tout ce qu'on vous a appris à dire et à faire à cette heure-ci. Écoutez-moi sans prononcer un mot. Je ne sollicite qu'un léger signe. Si vous consentez à essayer de suivre avec moi le sentier nouveau, inclinez un peu la tête. Il m'observait de très près. Je sentais peser sa main. Que voulait-il laisser entendre? Pourquoi les choses ne pouvaient-elles procéder selon l'ordre convenu? Je devais vraiment être sa femme et je désirais devenir mère de plusieurs fils. Oh, c'est alors que commença mon chagrin. Ce poids qui ne me quitte ni jour ni nuit. Je ne savais que faire. Dans mon désespoir et mon ignorance, je baissai la tête. « Je vous suis reconnaissant, dit-il. Puis il se redressa et retira sa main. « Reposez tranquillement dans cette chambre. Souvenez-vous que vous n'aurez rien à craindre, ni maintenant ni jamais.
Soyez en paix, je dormirai cette nuit dans la petite pièce à côté. » Il se détourna rapidement et sortit. « Oh, Kuan Yin, déesse de la miséricorde, ayez pitié de moi. Une enfant si jeune, si terrifiée dans son abandon. Jamais je n'avais dormi loin de chez moi. À présent, je dois me coucher solitaire, sachant enfin que je n'ai pas trouvé grâce à ses yeux. » Je courus à la porte, si affolé que je pensais pouvoir m'échapper et revenir à la maison de ma mère. Mais le contact de la lourde barre de fer, sous ma main, me fit reprendre mes sens. Il n'y aurait jamais de retour possible si par miracle je m'échappais à travers les cours inexplorés de ma nouvelle demeure. Il resterait les rues inconnues. Si là encore je parvenais à me frayer un chemin jusqu'au portail familier, il ne s'ouvrirait pas pour me recevoir, même si le vieux gardien, attendri par ma voix, me laissait trébucher au-delà du seuil de mon enfance. Ma mère serait là. Je la voyais triste, inexorable, m'ordonnant de retourner immédiatement sous le toit conjugal. Je ne faisais plus partie de la famille. Je retirai lentement ma parure de mariée et la pliai avec soin. Je restai longtemps assise sur le bord du grand lit à rideaux, craignant de me glisser dans son ombre. Les paroles de mon mari s'agitaient follement dans mon esprit, dénuées de sens. Enfin, les larmes me vinrent aux yeux, et je me blottis sous les couvertures pour y sangloter durant de pénibles heures, jusqu'à ce qu'un sommeil agité m'effleura. Je m'éveillai à l'aube, étonné tout d'abord à l'aspect de cette chambre inconnue. Les tristes souvenirs ne tardèrent pas à affluer. Je me levai en hâte et me vêtis. Lorsque la servante entra, apportant l'eau chaude, elle sourit et regarda autour d'elle d'un œil inquisiteur. Je me redressai, j'étais heureuse que ma mère m'eût appris la dignité. Du moins personne ne saurait que j'avais déplu à mon mari, je dis. Portez-le à votre maître, il s'habille dans la chambre intérieure. Je me parais fièrement de brocart et d'écarlate et suspendus de l'or à mes oreilles. Des jours d'une lune entière ont passé depuis que nous nous sommes rencontrés, ma sœur. D'étranges événements ont mis de la confusion dans ma vie. Nous avons quitté sa demeure ancestrale. Il a osé dire que sa mère Honorée était une autocrate et qu'il ne voulait pas voir sa femme servante chez lui. C'est venu à propos d'une bien petite chose. Lorsque les fêtes nuptiales furent terminées, je me présentai à la mère de mon époux. Levé de bonne heure, j'appelai une servante et lui demandai de l'eau chaude. Je la versai dans une cuvette de métal, puis précédé de l'esclave, je me rendis devant ma belle-mère. Je pris l'honorable d'accepter de se rafraîchir en se baignant avec cette eau chaude. Elle était couchée dans son lit, masse énorme, véritable montagne sous ses couvertures de satin. Je n'osais pas la regarder lorsqu'elle s'assit pour se laver les mains et le visage. Quand elle eut terminé, elle me fit signe, sans mot dire, de prendre la cuvette et de me retirer. J'ignore si ma main se prit dans les lourds rideaux de soie, ou si, craintive, je tremblai de sorte qu'en soulevant le bassin, il bascula et un peu d'eau se renversa sur le lit. Je sentis mon sang se figer de terreur. Ma belle-mère cria furieuse d'une voix enrouée. « Eh bien, voilà une jolie belle fille !» Je savais que je ne devais pas m'excuser. Je me détournai donc et, tenant la cuvette d'une main incertaine, aveuglé par les larmes, je quittai sa présence. Comme je sortais, mon mari vint à passer, et je vis que, pour une raison quelconque, il était en colère. Je craignis un blâme pour avoir déplu à sa mère dès la première occasion. Je pouvais lever les mains pour sécher les larmes que je sentais s'amasser et couler sur mes joues. La cuvette glissait, mais il m'interrompit. « Je ne vous en veux pas, seulement je refuse que ma femme fasse encore ce métier de servante. Ma mère a 100 d'esclaves. » Je tâchai de lui expliquer que j'avais voulu rendre à sa mère l'hommage qui convenait. La mienne m'avait soigneusement appris toutes les prévenances qu'une belle fille doit à la mère à son mari. Je me lève poliment et reste debout devant elle. Je la conduis au siège le plus honorable, je rince sa tasse, j'y verse lentement le thé vert fraîchement infusé et le lui présente des 2 mains. Je dois tout accepter d'elle, je dois la chérir comme ma propre mère et je dois supporter en silence ses reproches, même injustes. Je suis prête à m'incliner devant elle en toutes choses. Et mon mari ne prêtait aucune attention à mes paroles, sa décision était prise. Il ne faut pas croire que le changement fut facile. Ses parents lui ordonnèrent même de rester sous le toit ancestral, suivant l'ancienne coutume. Son père est un érudit. Petit, mince et courbé par le savoir, assis à droite de la table dans la salle commune, il caressa par 3 fois sa maigre barbiche avant de dire « Mon fils, demeure en ma maison. Ce qui est à moi est à toi.
Il ne manque pas de nourriture ni d'espace. Tu n'auras jamais besoin d'user ton corps en labeur physique. Passe tes jours dans un digne loisir et étudie ce qui te plaît. Permets à celle-ci, la belle-fille de ta mère honorée, de produire des fils. 3 générations d'hommes sous un même toit sont un spectacle qui plaît au ciel. Mais mon mari est vif et impatient. Sans prendre le temps de s'incliner devant son père, il s'écria. « Mais je désire travailler, mon père. J'exerce une profession scientifique, la plus noble dans le monde occidental. Mon premier désir n'est pas d'avoir des fils. Je veux produire des fruits de mon cerveau pour le bien de mon pays. Un simple chien peut peupler la terre des fruits de son corps. » J'épiai à travers les portières bleues. J'entendis moi-même le fils parler ainsi au père. J'en demeurai rempli d'horreur. Eût-il été l'aîné, ou bien élevé à l'ancienne mode, il n'aurait jamais pu résister ainsi à son père. Les années passées, au loin, dans des pays où les jeunes ne révèrent pas les plus âgés, l'ont rendu moins filial. Il est vrai qu'en partant, il a prononcé des mots courtois envers ses parents, les assurant qu'il leur gardait à jamais son cœur de fils. Néanmoins, nous avons déménagé. La nouvelle maison ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu. Il n'y a pas de cour, une seule entrée minuscule, carrée, sur laquelle s'ouvrent les autres pièces et d'où monte un escalier rapide. La première fois que j'en ai escaladé les degrés, j'ai eu peur de redescendre, à cause de sa raideur, à laquelle mes pieds ne sont pas accoutumés. Je m'assis donc, me laissant glisser marche par marche, cramponné à la rampe de bois. Je m'aperçus ensuite qu'un peu de peinture avait déteint sur ma veste et me dépêchai de changer, craignant que mon mari ne m'interrogeât et ne rît de ma frayeur. Il rit vite et brusquement, avec grand bruit. Je redoute son rire. Quant à la disposition des meubles, je ne sais comment les placer dans une semblable maison. On ne peut rien y mettre. J'avais apporté en dot de chez ma mère une table et des sièges massifs en bois de teck et un lit aussi large que la couche nuptiale de ma mère. Mon mari plaça la table et les fauteuils dans une pièce secondaire qu'il appelle salle à manger. Et le grand lit que je croyais destiné à voir naître des fils ne peut même pas entrer dans l'une des petites chambres du haut. Je dors sur un lit de bambou, pareil à celui d'une servante. Quant à mon mari, il repose sur un lit de fer, aussi étroit qu'un banc, dans une autre chambre. Je ne peux pas m'habituer à ces étrangetés. Dans la pièce principale, qu'il nomme le salon, mon mari a disposé des fauteuils qu'il a achetés lui-même, de curieuses choses difformes dont pas une ne ressemble à l'autre. Il y en a en vulgaire genre. Au milieu se trouve une petite table couverte de pongées et quelques livres. C'est laid. Il a pendu au mur des photographies de ses camarades et un carré de drap orné de caractères étrangers. Je lui ai demandé si c'était son diplôme et il a beaucoup ri. Il me l'a montré alors. C'est un morceau de peau tendu avec de drôles d'inscriptions noires. Il m'indiqua son nom, suivi de marques crochues. Les 2 premières désignent son grand collège et les 2 autres ses capacités comme docteur en médecine occidentale. Je lui ai demandé si cela correspondait au grade de notre ancien en lit et il a ri de nouveau en disant qu'il n'y avait aucune comparaison. Ce diplôme, encadré sous verre, a au mur la place honorée qu'occupe chez ma mère, dans la salle des invités, l'auguste portrait du vieil empereur Ming. Mais cette hideuse maison occidentale, comment pourrais-je jamais m'y sentir chez moi? Les fenêtres ont de larges panneaux de verre transparents au lieu de treillis sculptés et du papier de riz opaque. La lumière crue luit sur les murs blancs et saisit chaque grain de poussière sur les meubles. Je ne suis pas habitué à cet éclat impitoyable. Si je touche mes lèvres de vermillon et étends de la poudre de riz sur mon front, comme on m'a appris à le faire, cette lumière le révèle si bien que mon mari me déclare. « Je vous en prie, ne vous peignez pas ainsi pour moi. Je préfère qu'une femme garde l'air naturel. » Cependant, au maître de se servir de la douceur de la poudre et de la chaleur du vermillon, c'est laisser inachevé l'accent de la beauté. C'est comme si je croyais avoir suffisamment brossé mes cheveux, sans y ajouter le glacis de l'huile ou si je me mettais aux pieds des pantoufles non brodées. Dans une maison chinoise, la lumière, tamisée par les treillis et les sculptures, tombe très douce sur les visages des femmes. Comment puis-je être belle à ses yeux dans une maison comme celle-ci? De plus, ces fenêtres sont stupides. Mon mari a acheté du tissu blanc pour en faire un trou dans le mur, pour le garnir ensuite de verre et le recouvrir d'étoffe. Quant au sol, c'est un plancher de bois et les souliers occidentaux de mon mari claquent à chaque pas.
dans ses allées et venues. Aussi, il a acheté un lourd molleton de laine à fleurs qu'il a disposé en large carré sur le plancher. J'en étais stupéfaite. Je craignais que nous ne l'abîmions ou que les servantes n'oublient et crachent dessus. Mais quand j'en fis la remarque, mon mari s'indigna, déclarant qu'il ne permettait pas qu'on crache à terre. « Où donc alors ?» demandai-je. « Dehors, si c'est vraiment indispensable, » répondit-il brièvement. Mais c'était très difficile à obtenir des servantes, et moi-même, j'oublie parfois et crache les coques des graines de pastèque sur les carrés de laine. Mon mari a donc acheté des petits pots trapus pour chaque pièce et nous oblige à nous en servir. C'est curieux. Lui-même prend son mouchoir et le remet ensuite dans sa poche. Une dégoûtante habitude occidentale.